Une arme de plus dans l'arsenal de la Russie. Vladimir Poutine a revendiqué le tir d'un nouveau missile de moyenne portée en Ukraine. C'était jeudi dernier, un modèle inconnu jusque-là, qualifié d'expérimental, mais dont il a demandé vendredi, hier soir, on réécoutera des extraits, de lancer la production de masse. Avec moi pour en parler, Général François Chauvency, vous êtes resté sur ce plateau, vous restez. Vincent Crouzet, merci beaucoup d'être présent. Bonjour, à mes côtés, expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Jeune Martinière, titre ô combien encore une fois d'actualité. Et Nathalie Schrin, merci beaucoup d'être avec moi, française d'origine ukrainienne, membre de 4 associations ukrainiennes, dont Femmes ukrainiennes de France. Avant de démarrer ce débat et cette conversation, j'aimerais juste vous montrer cette une de Politico qui m'a interpellée ce matin. Avec cette couverture et cette question qui est posée en une, l'Europe est attaquée par la Russie, pourquoi ne se défend-elle pas? Évidemment, cette carte de l'Europe et cette ombre, ce visage de Vladimir Poutine qui se dessine. Que vous évoque-t-elle? J'avais envie qu'on en parle ensemble parce que c'est finalement ce qui est en train de se passer, notamment avec le tir de ce missile. Vincent Crouzet. D'abord, au-delà de la menace, elle est magnifique. Graphiquement, cette couverture, c'est une des plus belles, je trouve, de la semaine. Elle symbolise bien, effectivement, mais elle est assez, en fait, elle est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est à la fois une ombre, mais c'est aussi une ombre un petit peu fantasmatique. Finalement, ça représente bien ce qu'est la menace de la Russie et la menace poutinienne aujourd'hui. Oui, dont on ne sait pas finalement si elle ira au bout. Voilà, tout à fait. Si les paroles seront accompagnées vraiment d'actes. Et on est là aussi, dans un espèce de faux semblant. Je la trouve très, 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 très représentative des jours que nous vivons. Nathalie Schrin, je vous vois acquiescer. Moi, je la vois. Enfin, connaissant la mentalité slave et russe, c'est des gens qui vont jusqu'au bout. C'est des gens que, même si on a tort, on va jusqu'au bout. C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Moi, je dirais que c'est pas une ombre si fantasmagorique que ça. Je sais que ce sont des gens qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'à en mourir s'il faut. Même si on a tort, on va aller jusqu'au bout. Et ça me fait peur. Parce qu'on évoque évidemment Vladimir Poutine et la menace nucléaire. Général Chauvency, vous avez mis vos lunettes pour observer de près cette une. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Non, mais je partage ce qu'a dit Vincent. Elle est très significative. Arriver à mettre dans un seul dessin toute la problématique géopolitique de l'Europe, c'est fantastique. Maintenant, indirectement, ça pose la question. Et on fait quoi? Et la question, il n'y a pas beaucoup de réponses parce qu'on parle beaucoup, on fait un peu et on ne fait pas tout ce qu'il faut. Voilà, c'est tout simple. Je suis très pragmatique. J'aime bien ce mot. Voilà. Et en fait, nous découvrons depuis 3 ans que la guerre est possible en Europe. Ça avait été annoncé dans différents livres blancs, de la défense en particulier, mais finalement, le monde européen, ça l'intéressait pas. Non, on commémore aujourd'hui les 80 ans, finalement, de la libération de la France, c'est quand même un signe assez important, pour dire qu'en fait, il y a aussi le plus jamais ça, comme on l'a connu en 1918, plus jamais la guerre, et tout a été fait pour que la guerre n'arrive jamais, y compris par le droit international, qui devait résoudre tous les problèmes par la négociation. La réalité d'aujourd'hui, c'est que nous avons des États qui n'hésitent plus à utiliser la guerre pour faire valoir leurs revendications et leurs aspirations. Et ça, on n'est pas prêt à ça, nous. On n'y est pas prêt du tout, surtout qu'on a éduqué une grande partie de nos sociétés à ne plus envisager la guerre. C'était très théorique dans les bouquins de science-fiction, je dirais, à la limite, et avec des budgets de l'armement, mais il n'y a pas que l'armement dedans. Il y a aussi la résistance morale, mais des budgets qui étaient insuffisants, qui ont souvent été dévalorisés au fur et à mesure des années, en disant les dividendes de la paix, c'est fini la guerre, plus jamais ça. La réalité aujourd'hui, elle est là, et que faisons-nous? Déjà avec cette image-là, c'est déjà un réarmement moral. C'est-à-dire, mais le problème, c'est qu'on est 27. Oui. Pour l'Union européenne. Voilà. Se mettre d'accord. Et on n'a peut-être pas même la notion de l'ennemi. Nous, on a été plus orientés vers le sud que vers l'est. Les États à l'est sont plus orientés vers l'est. L'histoire joue aussi. Finalement, on a beaucoup oublié l'histoire, et peut-être que l'histoire qu'on nous a apprise ou qu'on nous apprend aujourd'hui n'est pas forcément conforme à une réalité. Voilà, et c'est aussi une certaine idéologie derrière. Donc voilà, nous sommes dans une situation aujourd'hui, est-ce qu'on aura le temps de faire face? Et je conclurai là-dessus, parce que c'est la vraie question que je poserai aujourd'hui. On ne se prépare pas à une menace du jour au lendemain. On n'appuie pas sur un bouton, demain on sera prêt. Il faut des années de préparation. Et est-ce qu'on fera ce qu'il faut pour qu'on ait ces années pour se préparer? Et pour ce que je dis régulièrement, si on ne veut pas la guerre, il faut s'y préparer. Est-ce que nos sociétés sont prêtes à faire les sacrifices? Ce sont des sacrifices aujourd'hui. Ce ne sont pas uniquement des lignes budgétaires. Est-ce que sommes-nous prêts à faire face? Sommes-nous prêts à nous préparer
et accepterions-nous que demain, peut-être, il y aura la guerre, et ferons-nous tout ce qu'il faut pour justement répondre à cette menace. Et là, je crois qu'on a un travail, mais sur 5, 10, 15 ans, peut-être. Sur un temps très long, qui dépasse d'ailleurs le mandat politique. C'est ça le problème. Sommes-nous prêts? C'est une vraie question, et on va tenter de débattre. On va y réécouter d'abord la prise de parole surprise, je ne sais pas, mais qui n'était pas annoncée de Vladimir Poutine hier soir. Il était environ 18h. Ce tir de missile donc balistique, un simple avertissement, oui, a redit le maître du Kremlin, mais il n'hésitera pas à aller plus loin. On l'écoute et on en parle ensuite. Le test a été un succès. Je vous en félicite. Et comme cela a déjà été dit, nous poursuivrons ces essais, y compris dans des conditions de combat, en fonction de la situation et de la nature des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Russie. Il est nécessaire de mettre en place une production en masse du missile Oreshkin. Supposons que la décision de produire ce système en série ait été prise. Un missile, Vincent Crouzet, qui a touché la ville de Dnipro, une usine de fabrication d'armement en Ukraine. Quand il parle, le président russe, d'une production en masse aujourd'hui de ces missiles, c'est le signe peut-être que le tir de cette semaine n'était pas un avertissement, mais bien le début d'une longue série. L'interprétez-vous comme cela ? Oui, enfin c'est plus qu'un avertissement, c'est de l'intimidation. Et quand il parle de test, en fait, c'est un tir militaire sur un objectif très précis. On est au-delà du test, bien entendu. Alors, la production de masse, elle a tout de même ses limites. Ces limites, quelles sont-elles ? C'est déjà les composants électroniques qui vont être nécessaires pour ces missiles balistiques. On sait que les Russes sont assez courts en la matière, qu'ils ont besoin de leur allié chinois en ce qui concerne ces composants électroniques. Et justement, toute l'action des Occidentaux va être de faire pression sur les Chinois pour qu'on ne livre pas aux Russes les composants électroniques nécessaires, en fait, à l'assemblage et à la production de ces missiles, dont la production va être extrêmement surveillée, évidemment. Ce sera une production industrielle, même si elle se... Mais on a la possibilité de surveiller cette production ? Bien entendu, on a la possibilité, comme on a la possibilité aujourd'hui, de surveiller de manière très très précise les sites où sont stockées les têtes nucléaires, en fait, de la force stratégique russe, qui sont des sites qui sont tous identifiés par les services de renseignement occidentaux, qui sont surveillés de manière électronique, de manière évidemment spatiale, avec certaines limites dans la mesure où ce type de missile peut être envoyé aussi par le lanceur peut être un camion, c'est ce qu'on appelle un TEL, un véhicule transporteur, érecteur et lanceur, donc qui est très mobile et qui nécessite en fait 1 heure de préparation avant l'envoi du missile. Ce qui s'est peut-être d'ailleurs passé à Astrakhan. Oui. On va effectivement s'inquiéter, faut-il s'en inquiéter de la portée de ce missile et de cartes très parlantes, notamment très récentes là, de nos confrères britanniques du Daily Mail. Nathalie Schra, on évoquera aussi la crainte à Kiev et plus largement dans toute l'Ukraine, avec des images aussi que l'on a revues ces derniers jours d'habitants de la capitale ukrainienne et plus largement aussi dans le pays qui se réfugient dans des abris, dans le métro de la capitale ukrainienne. Il y a une réelle inquiétude là aujourd'hui de cette montée en tension. Bien sûr. Quand on voit non seulement le missile, mais aussi l'arrivée des Coréens du Nord. On a entendu des Sri Lankais qui seraient arrivés aussi en Russie. Et du côté ukrainien, on a aussi l'Amérique latine, des Colombiens qui arrivent. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un élargissement du conflit à tous les pays possibles et imaginables. J'aurais jamais pensé que des Colombiens auraient pu vouloir aller se battre avec les Ukrainiens. Et ça, c'est une snipeuse ukrainienne qui nous l'a dit la semaine dernière. Effectivement, elle voit de plus en plus de nationalités différentes. Donc ça, plus ça, plus ça. Et comme je disais il n'y a pas tout à l'heure, je disais la Russie grignote du territoire, mais grignote aussi des lignes rouges. À chaque fois, il pousse. Et il n'y a pas tant que ça de réaction de notre part. Et c'est le moment, pour nous, on est 500 millions d'Européens, on a des ingénieurs, on a des entreprises, on a de l'argent, c'est sûr que c'est plus dur à la fin du mois, on est bien d'accord, mais on est quand même des pays industrialisés, on est capable de se débrouiller et d'aller vite aussi. Pourquoi les Ukrainiens sont capables de se mobiliser aussi rapidement ? En 2014, ils n'avaient pas d'armée.
Et ben voilà, il va falloir que nous aussi on s'arme. Vous dites il faut aller plus vite et plus loin et que les Européens se mobilisent d'autant plus général. Ce qui est important aussi de redire, et on l'a beaucoup dit sur cette antenne, le missile balistique qui a été envoyé sur l'Ukraine ne comportait pas de charge nucléaire. Hein, mais la question que tout le monde se pose, est-ce que le prochain n'en serait pas équipé? Autre question qu'on se le pose. Là, les Russes ont prévenu qu'ils allaient tirer. La question, c'est si les Russes préviendront si le missile est chargé avec une tête nucléaire. On a posé la question hier au général Paloméros, habitué aussi de nos plateaux. Écoutez sa réponse, on en parle ensuite. Le jour où, par malheur, la Russie tire un missile à vocation nucléaire, il va pas avertir personne. Il va avertir personne, ça n'a aucun sens. Il peut y avoir des mesures préparatoires, d'ultime avertissement, des choses comme ça. Bien sûr, je pense que ça peut pas partir comme ça, mais bien sûr que si vraiment on en arrivait là, non, il y aurait évidemment aucun avertissement spécifique. Il n'y aurait aucun avertissement spécifique. Analyse que vous partagez, Général Chauvency. Oui, parce que c'est un acte de guerre et de monter d'un échelon dans la guerre. Maintenant, ce que moi je remarque sur ce missile, d'abord c'est un missile effectivement balistique, on a dit hypersonique, parce que tous ces missiles-là sont hypersoniques. Il a surtout frappé une cible bien déterminée, qui est une usine d'armement. Ce qui veut dire, suite d'ailleurs aux frappes précédentes ukrainiennes, c'est la réponse russe, militairement parlant, montrant bien que aussi la Russie est capable de frapper très précisément avec ce type de matériel un site identifié. C'est-à-dire que le renseignement marche aussi du côté russe et pas uniquement du côté ukrainien. Premier point. Deuxième point, effectivement, ce missile était chargé de têtes conventionnelles, semble-t-il. Et encore, je ne suis même pas certain qu'il y a eu de l'explosion. C'est pas très net d'ailleurs, finalement, sur les dégâts causés. On voit les images quand même. On voit les images. On voit voilà. Donc, pour moi, ça s'appelle ça un ultime avertissement conventionnel et non pas un ultime avertissement nucléaire comme nous on l'a dans notre doctrine. Ça veut dire, et d'ailleurs, Poutine le dit. Je vous envoie un missile capable de porter une tête nucléaire. Aujourd'hui, c'est une tête conventionnelle, ou des têtes conventionnelles, puisque c'est Mirvé, il y a plusieurs têtes. Mais sachez bien que nous sommes en train de mettre en place ce type d'engin, et que peut-être que si cela continue, nous serions capables d'utiliser ce type de missile sur le continent européen, en Ukraine en particulier, et ça fait que prolonger la nouvelle doctrine nucléaire russe, qui a été signée donc le 19 novembre, le jour du millième jour, je crois, de la guerre. C'est quand même symboliquement à souligner, en rappelant, voilà, je vous dis ce que je vais faire, je le signe et je l'écris, et je vous envoie ce missile, et finalement pour vous montrer que nous avons la capacité, finalement, de frapper l'Europe et pas forcément les États-Unis. À la question que l'on se pose, donc coup de bluff ou réel danger, quand je vous entends, je crois comprendre la réponse. Réel danger aujourd'hui. Pour l'instant, Poutine n'a jamais montré qu'il bluffait. Ouais. C'est ça le problème. Il n'a jamais... Bon, il y a peut-être un peu de bluff, tu vas me trouver quelque chose, mais... Non. Objectivement, j'ai pas le sentiment qu'il bluffe souvent. Voilà, bon, maintenant tu peux me contredire. Mais en carte, avant de vous entendre, juste en carte et en éléments très précis avec vous, Emma Barrier, merci de nous avoir rejoints. Voyons avec vous, faut-il réellement s'inquiéter de la portée de ce missile avec des données très précises ? Bien, comme on le disait sur le plateau à l'instant, plutôt oui. En tout cas, si l'on en croit cette carte réalisée par nos confrères du Daily Mail. Car si on sait que la cible atteinte donc lors de ce premier essai se situait donc en Ukraine, entre guillemets, seulement à 1000 km de là où il est attiré, on sait aussi, grâce donc à cette carte, qu'en fait, toutes les capitales européennes pourraient aussi être atteintes par ce missile, et ce, en moins de 20 minutes, sans que la Russie ait besoin d'utiliser ses armes les plus puissantes. Regardez, en ce qui nous concerne, pour la France, un missile qui est donc tiré depuis Kapoutsinyar arriverait à Paris en 14 minutes seulement. Alors, de quelles autres informations dispose-t-on sur ce missile ? Eh bien, d'abord de celles données par Vladimir Poutine lui-même lors de sa présentation. Il a dit, vous le voyez, qu'il s'agissait d'un missile balistique à portée intermédiaire qui a seulement été utilisé dans sa configuration hypersonique non nucléaire. Il le présente aussi comme un projectile unique au monde, mais, il y a un mais, d'après la porte-parole du ministère de la Défense américain, en fait, ce missile n'aurait rien de vraiment nouveau car il serait fortement inspiré de cet ancien missile balistique intercontinental
donc le RS-26 Rubez. Donc vous voyez une photo ici. À partir de là, on a donc d'autres informations. Si Oreshnik est bien fabriqué à partir du RS-26, il pourrait donc porter jusqu'à 4 ogives nucléaire. Ensuite, concernant sa vitesse, il peut aller jusqu'à 10 fois la vitesse du son et il pourrait donc atteindre des cibles, vous avez vu la carte, qui se situe à 5000 km de sa rampe de lancement. Alors, bien que Vladimir Poutine ait parlé d'un tir expérimental et que vous l'avez dit qu'il n'y avait pas de charge nucléaire lors de ce premier essai, on peut quand même s'inquiéter pour la suite de ce conflit car il a indiqué qu'il avait demandé la production en série de ce nouveau missile. Question que l'on se pose aussi, Emma, est-il possible d'intercepter ce genre de missile ? Eh bien, d'après le président russe, aucun système de défense aérienne ou de système de défense antimissile au monde ne serait en capacité d'intercepter ce genre de missile. En fait, le fait que Oreshnik puisse porter plusieurs ogives nucléaires le rend quasi impossible à intercepter. Mais pour finir sur un peu d'espoir, d'après un chercheur au Oslo Nuclear Project, donc Fabian Hoffman, citons-le, certains systèmes de défense américains ou israéliens, comme les très connus Arrow et Patriot, pourraient faire face à ce type de menace. En fait, il explique surtout que c'est le nombre d'intercepteurs qui importe. Encore faut-il avoir les moyens de se doter de ce système de défense qui, je vous le rappelle, coûte très très cher. Emma Barrier, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vincent Crouzet, je vous voyais écouter attentivement et on va continuer à en débattre après la pause. Mais juste rapidement, sur la question que je vous posais avant, bluff ou danger ? Bluff ou danger, un peu des deux. En fait, on est dans le bleu. Si on avait des certitudes concernant Poutine, ce serait beaucoup plus simple. Mais en fait, il n'y a pas que Poutine dans l'histoire, il y a quand même aussi toute la chaîne de commandement russe. Est-ce que la chaîne de commandement acceptera en fait le geste d'un docteur Folamour sur du tactique ou sur du stratégique ? Et se pose aussi la question, parce que c'est aussi un geste suicidaire. Donc les cartes ne sont pas simplement dans les mains de Poutine. Et pour revenir sur ce missile, en fait, c'est pas une nouvelle arme, c'est une arme en fait héritée de la guerre froide. Le RS-26, en fait, ce sont des missiles quand même que l'on connaît. Nous avons eu des SSBM implantés sur le plateau d'Albion, de ce type, qui d'ailleurs, ironie de l'histoire, visait l'Ukraine. C'était les missiles français dans le cadre d'un éventuel conflit contre l'URSS, en fait, ciblaient Kiev.